Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle analyse, cette fois de l'épisode 4 de House of the Dragon. J'espère que vous avez apprécié les précédentes, si c'est le cas, et si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et du coup, on va rentrer dans le vif du sujet d'un épisode qui était extrêmement unique, dans le sens où il était vraiment basé sur les relations entre les personnages, les relations même sentimentales entre les personnages, quasiment aucune scène d'action à part le survol d'un bateau par un dragon. Et voilà, on est vraiment dans un épisode d'ailleurs de transition où on montre comment est-ce que l'intrigue va évoluer dans le futur, comment est-ce que les relations, les mariages notamment vont évoluer, et comment les relations de ces personnages vont changer et s'interconnecter. La première scène est celle où Rhaenyra choisit des nouveaux prétendants alors qu'elle est manifestement à accalmie chez les Baratheon, avec Lord Baratheon qui est juste à côté d'elle. Et c'est assez amusant de la voir choisir ses prétendants un petit peu comme à l'époque elle choisissait le garde royal. Il n'y a que des prétendants minables. D'abord Lord Dondarrion qui est à la retraite et alcoolique manifestement. Puis l'enfant Blackwood tente sa chance, alors il est touchant, d'ailleurs il l'a fait un petit peu sourire, mais bon ça reste un enfant qui pour la protéger comme il le dit est peut-être un petit peu juste. Ensuite les chevaliers s'étripent devant elle, ce qui d'ailleurs fait un petit peu écho avec la déclaration de Rhaenys qui disait que les chevaliers étaient tous prêts à déchaîner la violence. Ça montre un petit peu la violence latente qui plane autour des Targaryens qui en sont préservés pour l'instant, mais qui plane dans le royaume qui bouillit et violence qui pourrait exploser à tout moment. Toujours est-il que Rhaenyra met un next à chacun de ses prétendants et ne se sent absolument pas concernée. Elle part avec Criston Cole. On se pose quand même la question pourquoi justement les prétendants sont si nuls. Je doute que Criston Cole soit le seul BG timide de tout le royaume. Ils auraient peut-être pu trouver quelqu'un d'à peu près correct. De la même manière qu'il n'était pas forcément le seul chevalier avec une expérience en combat lors de la sélection de la garde royale. Après tout, le royaume est en guerre quasi permanente avec Dorne. Donc on aurait peut-être pu trouver quelqu'un de ce côté-là. Donc voilà, Criston Cole, coup de bol. C'est le seul chevalier viable de tout le royaume. Rhaenyra revient à Port-Réal au même titre que Daemon qui débarque avec son dragon et lui montre qu'il a vraiment la plus grosse bécane, il est vraiment trop stylé, lui passe devant, lui met un gros coup d'aile de dragon, voilà. Extrêmement viril du côté de Daemon. S'ensuit le retour officiel du Rock Prince qui arrive toujours aussi provoquant avec sa nouvelle couronne et son petit marteau. On voit en tout cas Rhaenyra qui est extrêmement excitée à l'idée de voir son oncle revenir, son oncle sombre et mystérieux qui la trouble tellement. En tout cas, Daemon revient et on voit que Viserys est quand même assez ravi de pouvoir tomber dans les bras de son frère une fois que Daemon a de nouveau montré son allégeance au roi en lui donnant sa couronne et son marteau. Et Viserys part bras dessus bras dessous avec son frère. Encore une fois, on voit que Viserys est un grand sentimental et ce qui lui importe le plus est sa famille et donc c'est un grand soulagement pour lui finalement de renouer sa relation avec son frère. Comme on l'a dit par le passé, le meilleur moyen de s'attirer les bonnes grâces de Viserys est de développer une relation qui a l'air sincère avec lui, une relation d'amitié voire même de fraternité en l'occurrence, et du coup ça déconne entre Viserys et Daemon, ça se rappelle le passé, l'époque où il faisait des conneries entre frères et l'époque surtout bénie où Viserys n'était pas roi, qui lui manque à chaque instant, on le sait très bien. On note que quand Rhaenyra félicite Daemon de sa victoire, il y a un petit regard un petit peu troublé entre Viserys et Alicent. Il semble qu'ils aient un petit peu repéré la potentielle relation entre Daemon et Rhaenyra et que c'est quelque chose en tout cas qui les inquiète un petit peu. Alicent tente d'ailleurs une stratégie qui est un peu la spécialité d'Hightower, comme je l'ai dit par le passé, qui est de détourner la conversation en proposant d'aller voir des tapisseries, ce qui fait marrer tout le monde parce que ça fait manifestement complètement chier Daemon et Viserys, et je pense que ça emmerderait à peu près tout le monde. Donc c'est un flop du côté d'Alicent, et Viserys a un peu son bro moment avec Daemon et se moque d'Alicent. Eux ils restent entre mecs et les filles vont aller voir les tapisseries. Petit détail qui va être un peu un fil rouge pendant tout l'épisode, Viserys est en train de boire pendant cette scène comme dans la majorité des scènes de l'épisode. S'ensuit une discussion entre Alicent et Rhaenyra qui semble être de nouveau amies, en tout cas elles ont une relation bien meilleure que pendant l'épisode précédent. Et on voit que Alicent semble être un petit peu jalouse de Rhaenyra qui est la seule noble à avoir la liberté de pouvoir choisir ses prétendants et d'avoir de la liberté tout court, contrairement à Alicent qui, comme toutes les autres femmes du Moyen-Âge et de Game of Thrones, est réduite à son ventre qui est un pion dans le jeu politique. Alicent ne semble éprouver aucun plaisir dans sa position de reine et encore moins de femme du roi comme on va le voir lors de la scène avec sa relation sexuelle avec Viserys. La scène suivante montre Daemon qui continue d'essayer de draguer Rhaenyra, un peu comme un mec de 25 ans qui attend les filles à la sortie du lycée et il lui dit à quel point maintenant c'est une grande et qu'elle peut prendre ses décisions elle-même.
Rhaenyra a une déclaration un peu absurde puisqu'elle se plaint que le roi veuille la marier avec le noble qui aurait le plus gros château, ce qui était tout le sujet de l'épisode précédent et qui s'est conclu justement par le roi qui lui a donné la possibilité de se marier avec absolument qui elle voulait. D'ailleurs, il y a tous les prétendants du royaume qui sont à ses pieds. Alors certes, elle a effectivement certainement pas le droit de se marier avec un forgeron, un tavernier ou un garde royal, mais globalement tous les nobles lui sont disponibles, que ce soit même d'ailleurs un enfant de 12 ans, son propre beau-frère de 2 ans, jusqu'à un vieillard de 65 ans. Bref, elle a vraiment tout le royaume à ses pieds et c'est à elle de choisir, donc je ne comprends absolument pas sa déclaration qui me semble parfaitement absurde. Daemon présente ensuite sa philosophie, qui est une philosophie qui va être répétée pendant tout l'épisode et qui témoigne vraiment de la personnalité de Daemon. Pour lui, on fait ce qu'on veut après le mariage, on peut avoir des relations en dehors du relation mari et femme, même si Rhaenyra lui oppose la différence entre les hommes et les femmes. Oui, les hommes peuvent potentiellement faire ce qu'ils veulent, pas vraiment les femmes au Moyen-Âge. Alors, bien sûr, il y a une grosse part de vérité là-dedans, mais dans Game of Thrones, je pense que c'est un petit peu différent et c'est aussi ça que Daemon veut dire. Dans Game of Thrones, les hommes font ce qu'ils veulent, mais notamment parce qu'ils sont tout puissants. Et ce que veut dire Daemon, c'est que les Targaryens sont tout puissants. Ils ont les dragons, ils sont au-dessus des hommes et de leurs règles. Ils peuvent donc se permettre, hommes ou femmes, de faire absolument ce qu'ils veulent. De la même manière que dans l'épisode 1, ils pouvaient se permettre de faire trébucher le fils de Otto Hightower pendant la joute, et il peut se permettre aussi de massacrer un soldat qui vient lui donner une nouvelle. Bref, les Targaryens sont des dictateurs et à ce titre peuvent faire vraiment tout ce qu'ils veulent. Concernant les femmes, on peut par exemple rapprocher la situation de Rhaenyra avec celle de Cersei. Cersei, quand elle n'avait pas encore beaucoup de pouvoir, eh bien, a été shamed pour sa relation avec son frère, sa relation incestueuse, mais eh bien, un petit peu plus tard, quand elle est devenue reine, en tout cas régente, mais qu'elle a pris tous les pouvoirs, eh bien, plus personne n'osait remettre en cause sa position et sa vertu, alors qu'elle faisait absolument tout ce qu'elle voulait. Bref, certes, les hommes ont beaucoup plus de pouvoir que les femmes, mais il est avant tout une question de pouvoir encore plus que de sexe pour vraiment avoir la liberté totale, comme le dit Daemon. Petit point intéressant est bien sûr la peur de Rhaenyra d'enfanter, forcément quand sa mère a eu tellement de problèmes lors de ses différentes fausses couches et sa mort pendant l'accouchement, on comprend que Rhaenyra ait quelques réticences quant à donner son ventre pour la science. On passe ensuite à une scène du conseil où Rhaenyra siège, encore une fois, ce qui montre la différence entre l'épisode précédent et cet épisode, ce qui fait écho à ce que je disais avant sur l'absurdité de la déclaration de Rhaenyra. Toujours est-il qu'on parle bien, des Velaryons, et le roi Viserys semble complètement étonné que les Velaryons lui en veulent toujours. Pourtant, les Velaryons, famille la plus puissante du royaume, a été rejetée par 2 fois par la famille royale, d'abord par l'intermédiaire de Rhaenys au profit de Viserys, puis par l'intermédiaire de Laena au profit d'Alicent Hightower. La problématique Velaryon s'intensifie lorsque Otto révèle qu'il a découvert que Corlys et la cité libre de Braavos menaçaient de s'allier au travers d'un mariage de Laena, que Viserys a délaissé, et donc les Velaryons qui deviennent un nouveau problème, puisque cette famille qui possède des dragons pourrait s'allier carrément à une famille extérieure des 7 couronnes. On note que Otto est inquiet de cette relation, peut-être qu'il espère un mariage futur entre Laena et Aegon. C'est un peu étonnant vu qu'elle est plus vieille que lui, ce qui se fait pas trop dans ce sens-là normalement. Mais bon, on sait jamais trop ce qui peut se passer dans la tête de Otto Hightower. La scène suivante montre encore une fois l'opposition entre Rhaenyra et entre Alicent. Tout ce qui touche à Alicent dans cet épisode est montré de manière négative, que ce soit la relation sexuelle avec le roi qui lui semble terrible, ses plaintes quant à sa vie de reine et de femme du roi auprès de Rhaenyra, et là sa relation avec ses enfants qui est uniquement montrée sous un jour négatif, avec elle qui doit s'occuper d'un enfant qui hurle, ce qui forcément n'est pas l'aspect le plus amusant de la maternité. Alors qu'à côté, Rhaenyra a l'audace de se plaindre alors qu'elle fait absolument ce qu'elle veut, sous les yeux d'ailleurs de Alicent. Bref, Rhaenyra reçoit la carte du maraudeur et s'évade du château déguisé en homme. On note d'ailleurs que la connaissance de Daemon des passages secrets du château pourrait expliquer la scène un peu absurde où il espionnait le conseil dans l'épisode 1. Daemon emmène donc Rhaenyra se dévergonder dans les quartiers les plus malfamés de la ville, certainement Culpicier, et on croise une sorcière qui propose à Rhaenyra de connaître comment elle va mourir. Alors c'est intéressant parce que je pense que c'est un petit peu un clin d'œil
à Cersei. Cersei qui, elle aussi, avait écouté une prophétie d'une sorcière qui lui révélait comment elle mourrait, en l'occurrence de la main de son propre frère, bon, ce qui n'a pas réellement été le cas dans la série. Toujours est-il que cette question est posée à Rhaenyra, est-ce que tu veux savoir comment tu mourras, comme Cersei l'a appris? Et du coup, indirectement, elle pose l'autre question qui est la caractéristique de Cersei, qui est l'inceste, qui est la question qui va être posée à Rhaenyra juste après, lors de son passage au bordel. Daemon et Rhaenyra assistent ensuite à un spectacle dans la rue qui montre la vie du peuple sur la famille royale et notamment sur Rhaenyra. Et eh bien c'est marrant parce que ça me fait penser justement aussi à ce qui se passait pendant la guerre de 100 ans et de manière générale sous la monarchie française, où même si le peuple était en général contre l'aristocratie, qu'il voyait comme des exploitants, était plutôt en faveur du roi et plutôt traditionnel. Alors on peut exclure notamment la révolution d'Étienne Marcel pendant la guerre de 100 ans, mais de manière générale le peuple était du côté du roi, donc le roi était avec le peuple, souvent contre les nobles. Et là on a un peu cette impression avec le peuple qui est finalement très traditionnel, très attaché aux traditions et à la succession par les hommes, et n'imagine pas se faire diriger par une reine, par Rhaenyra. Le peuple est donc conservateur, et derrière on voit Daemon qui essaie de dire à Rhaenyra, voilà tu vois le peuple ne se mettra pas de ton côté, alors que Rhaenyra lui dit bah je m'en fous, de toute façon ce sera moi la reine et ils seront obligés d'accepter. Ce qui est marrant parce que c'est un petit peu à l'encontre de la philosophie habituelle de Daemon, qui d'habitude dit justement ça, dit bah on est les Targaryens, on fait absolument ce qu'on veut, le peuple on s'en fout. Et il y a donc pour moi un léger contresens là-dessus avec Daemon qui se contredit, à moins qu'il fasse exprès de faire ça simplement pour essayer de manipuler Rhaenyra en lui faisant comprendre qu'elle a un besoin d'affermir sa revendication sur le trône. En tout cas, Rhaenyra, sous l'emprise de l'alcool, on voit qu'elle boit plusieurs verres, et bien continue de se dévergonder en allant voler de la nourriture dans la rue. On voit en tout cas qu'elle ne comprend même pas ce que c'est que de payer pour de la nourriture, parce qu'elle n'a après tout jamais payé de sa vie, elle qui est princesse, et elle s'enfuit donc dans les rues pourchassée par Daemon. Du côté d'Alicent et de Viserys, Viserys qui pourrit à la vue de tout le monde, d'ailleurs les valets sont au courant, ce qui suggère que tout le royaume doit être à peu près au courant. Puis il se permet de déranger Alicent tard dans la nuit, après avoir bu toute la journée. Donc on imagine le roi qui se laisse de plus en plus aller, qui boit de plus en plus, qui se couche de plus en plus tard, qui se permet de déranger sa femme pour la forcer à accomplir ses devoirs conjugaux qu'elle ne semble pas vraiment apprécier. Et d'ailleurs elle fait un effort minime de simulation qui semble, cela dit, suffire pour Viserys. Un petit peu à l'image de Cersei avec Robert à la fin de ses jours. Et donc encore une fois, ça montre les deux facettes de Cersei qui sont représentées par Rhaenyra et par Alicent. Alicent pour les jeunes jours de Cersei quand elle était une noble qui respectait les règles, et Rhaenyra pour le moment où Cersei est devenue toute puissante et a décidé de s'affranchir des règles qui lui étaient imposées en tant que femme. Viserys est en tout cas absolument dégoûtant, il pourrit de partout, ce qui suggère que ses jours sont vraiment comptés. Rhaenyra qui abuse suit Daemon dans un bordel, Daemon qui lui enlève sa capuche, ils sont d'ailleurs reconnus à plusieurs reprises. Daemon le fait certainement à dessein, il a l'air tout à fait conscient de ce qui est en train de se passer, alors que Rhaenyra, elle, semble plus emportée par l'alcool, par ses pulsions d'adolescente longtemps réprimées, et aussi par sa fascination pour son oncle, qu'il a longuement travaillé au fil des années. Daemon fait part à Rhaenyra de ses théories féministes pour l'univers de House of the Dragon, en tout cas très progressiste, en voyant l'acte sexuel comme un plaisir auquel les hommes et les femmes auraient droit librement, en opposition à la coutume pour les femmes nobles. Daemon et Rhaenyra semblent se chauffer jusqu'à ce que Daemon interrompe ce qui aurait normalement a priori abouti à une relation sexuelle, a priori parce qu'il semble être impuissant. On peut se poser la question s'il a simplement changé d'avis sur ses intentions, mais j'en doute. D'une part parce que tout ça semble vraiment réfléchi depuis le début, ensuite il ne va pas démentir qu'il a eu une relation sexuelle, donc c'était vraiment quelque chose de calculé politiquement lorsqu'il va parler à Viserys, et enfin on a déjà vu qu'il avait quelques problèmes lors de relations sexuelles avec Mysaria. Voilà, donc c'est quelque chose qui a déjà été amené par le passé, et on l'imagine justement pour amener à cette scène. Bref, Rhaenyra est laissée à moitié à poil dans un bordel et elle regagne le château en passant par la porte d'entrée, ce qui est assez peu discret a priori. En tout cas, elle semble assez chauffée par l'expérience dans le bordel et du coup, eh bien, elle ne s'arrête pas là en essayant de séduire Criston Cole qui la surprend en train d'arriver par la porte principale alors qu'elle était sortie en douce.
On voit que Criston jette un dernier regard vers sa cape qui symbolise bien entendu son statut de garde royal, et on rappelle les gardes royaux ont fait vœu de chasteté, et il se rend donc compte qu'il est en train de faire une énorme connerie en brisant ses vœux avec nul autre que la princesse et héritière du trône encore vierge. Alors son manque d'enthousiasme peut suggérer qu'il est forcé dans cette relation, ce que je trouve absurde. Je pense qu'il est tout à fait conscient de sa connerie, mais il est trop attiré pour pouvoir résister. En effet, il a montré par le passé, comme je l'ai dit dans l'épisode précédent, qu'il était très attiré par Rhaenyra, qui est très belle et qui est une princesse. Il l'a d'ailleurs courtisée de manière assez évidente et habile, et je doute qu'une simple cape, qui est plutôt pour lui un ascenseur social, ait suffi à réprimer tous ses désirs sexuels. Bref, je pense que, comme n'importe quel homme dans cette situation, il était surtout question de volonté, ce qu'il n'a pas vraiment eu, et du coup il a succombé à Rhaenyra. Rhaenyra attire Sir Criston de manière assez enfantine, ce qui est assez logique vu son expérience, mais ça contraste un petit peu avec la scène de la relation sexuelle juste après, qui pour moi ne fait pas vraiment première relation sexuelle. Rhaenyra est extrêmement à l'aise, elle est entreprenante, la relation sexuelle semble se dérouler très bien, ce qui n'est pas toujours le cas pour les premières relations sexuelles pour les femmes a priori. Alors je comprends bien qu'en fait c'est pour faire une opposition entre la relation sexuelle qui a l'air d'être vraiment une corvée et parfaitement déplaisante du côté d'Alicent, alors que du côté de Rhaenyra, eh bien c'est un choix personnel et signe de sa propre liberté. La relation de Rhaenyra et de Daemon, en tout cas la potentielle relation, est révélée à Otto Hightower par le ver blanc qui s'avère être Mysaria par l'intermédiaire de ses enfants espions, et bien sûr ça rappelle Varys, le maître des chuchoteurs. On rappelle qu'il n'y a pas de maître des chuchoteurs autour de Viserys, et on peut se demander si Mysaria va devenir la première maître des chuchoteurs avec son réseau d'enfants espions. En tout cas on voit bien qu'elle n'est plus vraiment proche de Daemon depuis l'épisode de la guerre, qu'elle a pris son indépendance, et d'ailleurs elle va plutôt contre lui en révélant cette information, même si je pense qu'il voulait qu'elle soit révélée. C'est pour ça qu'il est allé ostensiblement dans le bordel. Après avoir payé pour cette information, on voit Otto réellement tourmenté à l'idée de la révéler au roi. S'il ne révèle pas, eh bien il pourrait permettre à Daemon d'avoir le temps de réellement courtiser Rhaenyra et de la demander au mariage, mais s'il le fait, ça pourrait lui retomber dessus si le roi ne le prend pas bien. On sait que sa relation avec le roi n'est pas au beau fixe. Il décide de la révéler néanmoins, et Viserys le prend extrêmement mal. On sait qu'il essaie par tous les moyens de protéger sa famille. On peut quand même se demander pourquoi est-ce qu'il est à ce point énervé. Après tout, il semble légèrement au courant de la tentative de séduction de Daemon avec Rhaenyra. Le fait que ce soit incestueux n'est absolument pas un problème. On rappelle que les parents de Viserys sont frères et sœurs. La différence d'âge non plus. Après tout, il propose à sa fille de rencontrer des hommes de 60 ans, donc pourquoi pas Daemon. La seule problématique est éventuellement qu'on sache qu'elle ait perdu sa virginité, ce qui, pour le coup, est un problème. Bref, il congédie Otto en s'énervant contre lui, en l'accusant de faire tout pour accéder à ses fins, c'est-à-dire arriver au pouvoir. C'est vrai, mais c'est pas une nouveauté. Alicent, qui a tout entendu, essaie de prévenir Rhaenyra. Elle est particulièrement énervée contre Rhaenyra, notamment au sujet de sa perte de virginité, mais encore une fois, je trouve qu'ils en font peut-être un petit peu trop. Après, je pense que Alicent est aussi jalouse de Rhaenyra, et du fait que Rhaenyra fasse absolument ce qu'elle veut, ce que je disais au début de l'épisode. Quoi qu'il en soit, Rhaenyra lui ment effrontément avec pas mal de culot, car certes, elle n'a pas perdu sa virginité avec Daemon, mais c'est pas faute d'avoir essayé, et derrière elle l'a perdu avec une des seules personnes du royaume avec qui elle n'avait pas le droit de se marier. Viserys convoque du coup Daemon et lui reproche tout naturellement d'avoir pris la virginité de sa fille. On se demande à ce titre si elle sera soumise à une inspection d'hymen. Alors je sais pas si ça se fait dans l'univers de Game of Thrones, et surtout que les femmes peuvent potentiellement perdre leur hymen d'autres manières. Mais voilà, vu que c'est le sujet, a priori ça pourrait être le cas dans le futur. Toujours est-il qu'on parle de cette relation comme si c'était de notoriété publique, comme si la nouvelle allait se répandre, ce qui n'est a priori pas dit pour l'instant, même si encore une fois ils l'ont fait vraiment aux yeux de tout le monde dans le bordel. Encore une fois, Daemon montre sa philosophie. Alors au-delà de son féminisme sur le plan sexuel, où les hommes et les femmes peuvent avoir des relations s'ils le veulent indifféremment, il réitère que les dragons sont au-dessus des règles, et ils sont des dragons, ce que Viserys ne semble pas réellement comprendre. Il propose donc à son frère de se marier avec Rhaenyra. On comprend alors son plan de marquer Rhaenyra en lui prenant sa virginité pour qu'il se trouve comme le seul prétendant possible au mariage avec Rhaenyra, puisqu'ils ont techniquement déjà pré-consommé le mariage d'une certaine manière, et du coup il serait un choix évident pour Viserys, les autres prétendants ne pouvant se résoudre à se marier à une femme souillée selon ses propres termes. Alors moi je trouve ça un peu absurde. A priori il y a tout le royaume qui est prêt à se marier avec Rhaenyra, ils sont prêts à s'entretuer les uns les autres. Je pense qu'une fois la nouvelle annoncée, croyez-moi qu'il y aura toujours tout le royaume qui sera prêt à se marier avec elle quand il s'agit de devenir
devenir roi des 7 couronnes, d'avoir des dragons et de se marier avec la jeune princesse. Quoi qu'il en soit, je comprends pas réellement le plan de Daemon, pour être tout à fait honnête. Rhaenyra avait déjà obtenu le choix de se marier avec absolument qui elle voulait. Daemon est son oncle certes, mais c'est vraiment pas ce qui arrête les Targaryens en général. Idem pour la différence d'âge, et puis il l'a déjà plus ou moins séduite, donc c'est qu'une question de temps avant qu'il puisse réellement se marier avec elle, surtout qu'elle a pas l'air très pressée de se marier de son côté. On peut se dire que c'est éventuellement parce qu'il était pressé par le temps, parce que on sait que tout le monde semble au courant que Viserys est bien en décomposition, ses valets et donc le reste de la cour et du royaume. Et peut-être que Daemon voulait accélérer le processus pour être certain d'être marié et donc pour renforcer leurs revendications mutuelles sur le trône. Mais en même temps, si jamais Viserys meurt, eh bien pour l'instant ça reste Rhaenyra l'héritière et elle aurait été d'autant plus libre de se marier avec lui. Bref, Daemon a encore pris une décision de merde et j'ai l'impression qu'il a empêché l'inévitable en tentant de forcer le destin. Viserys décide donc de le congédier une nouvelle fois, alors qu'il était à vrai dire un des meilleurs partis pour Rhaenyra, et même maintenant le meilleur, maintenant qu'il avait publiquement consommé le mariage, même si c'est pas vraiment le cas, ce qui aurait renforcé la revendication de Rhaenyra et de Daemon, tout en raffermissant la lignée Targaryen, sans créer des nouveaux draconniers comme ils l'ont fait avec les Velaryons. Alors que Viserys continue de boire, Alicent tente de défendre Rhaenyra sans réel succès. Viserys convoque donc Rhaenyra et lui rappelle, de manière assez juste pour le coup, eh bien que l'important n'est pas réellement la relation sexuelle en soi, mais qu'ils aient été vus en train d'avoir potentiellement une relation sexuelle. L'important c'est ce qu'on va dire sur eux, pas ce qu'ils ont réellement fait. Rhaenyra semble encore une fois complètement découvrir les règles de la vie d'une femme et d'une noble dans le royaume, ce qui montre aussi son irresponsabilité, parce que la raison pour laquelle elle est reine et qu'elle vit dans autant de luxe et de facilité, c'est parce qu'elle a des devoirs de reine, de se marier et de perpétuer la lignée, même si on peut opposer à ça la philosophie de Daemon, qu'en fait la raison pour laquelle elle est reine et les Targaryens sont rois et dirigent le royaume, c'est qu'ils sont des surhommes qui possèdent des dragons et en fait asservissent le peuple à la manière de dictateurs plus que de rois. Je vois-t-il que Viserys punit Rhaenyra en la forçant à épouser Laenor Velaryon. Alors on peut se demander pourquoi est-ce que dans sa façon de penser, les autres prétendants seraient repoussés par le fait qu'elle ait perdu sa virginité, mais le prétendant le plus puissant, qui a le plus de possibilités de refuser le mariage, lui n'aurait aucun problème avec ça. Donc voilà, c'est un léger contresens de la part de Viserys, et selon sa logique, le seul réel prétendant possible restant serait Daemon. Il est amusant de voir les changements d'avis de Viserys et son assurance quand il décide de proclamer sa nouvelle idée, généralement aidé par l'alcool. Alors que l'alliance Targaryen-Velaryon est évidente depuis le premier épisode et qu'il l'a repoussée, il utilise maintenant les exacts arguments qu'il a écartés pour justifier le mariage de Laenor et de Rhaenyra. Il défend ensuite Otto Hightower auprès de Rhaenyra avant de se faire convaincre que son devoir de roi est de l'écarter. Bref, la réalité qu'il n'a justement aucune idée de ce que c'est que son devoir de roi et qu'il se fait systématiquement manipuler par la dernière personne à qui il a eu la chance de parler en privé. C'est au tour d'Otto d'être appelé dans la salle du trône et Viserys l'accuse directement tout simplement d'avoir fait tuer son père alors qu'il était juste main du roi Bellon, information qu'il aurait a priori depuis toujours. Il l'accuse ensuite de le manipuler depuis le début, ce qu'il donc sait depuis le début, vu que ça fait des années que ça dure. Et enfin, il l'accuse d'avoir envoyé Alicent dans ses bras à la mort de sa femme, ce qui était une évidence pour absolument tout le monde, lui compris, et il en a bien profité. Il était manifestement ravi de choisir Alicent plutôt qu'un choix de mariage politique, parce que c'est un parti qui lui plaisait. Bref, Viserys a le culot de faire à Otto un procès de choses qu'il sait depuis extrêmement longtemps, et donc des choix qu'il a fait en pleine conscience, en pleine connaissance de cause. Viserys en fait est en train de faire son propre procès, ce qui montre encore une fois son absence de sens des responsabilités, et il préfère mettre toute la faute sur Otto qui certes l'a manipulé, mais ça arrangeait bien les deux parties pendant très longtemps. Ça me fait un petit peu penser au procès de Littlefinger par Sansa dans la fin de Game of Thrones, où Littlefinger était accusé d'avoir tué la tante de Sansa alors que Sansa avait pris part de manière certes passive au meurtre et était tout à fait impliqué dans le crime. C'est donc quand Otto lui révèle un secret sur sa fille, alors qu'on se rappelle que Otto appréciait que ses conseillers lui disent la vérité, c'est à ce moment donc que Otto est congédié, ce qui est étonnant parce que c'est le moment à vrai dire où il est le plus en position de force par rapport au roi. Il est le père de la reine, mais il est aussi celui qui connaît en détail ce nouveau secret. Alors on va voir si ça va être révélé, si ça va être connu de tous, mais Otto lui a toute l'information sur la relation entre Daemon et Rhaenyra, et Viserys décide de le congédier de manière extrêmement violente en faisant potentiellement un ennemi de la couronne, sans parler de la force de la famille Hightower qui est une famille très puissante. Bref, Viserys agit encore une fois de manière impulsive, certainement une nouvelle fois sous l'emprise de l'alcool, alors qu'il aurait pu congédier
Otto Hightower de manière beaucoup plus diplomate, avec la manière, avec les honneurs, en lui donnant énormément de récompenses, plutôt que de le rejeter violemment, alors qu'on voit bien que Otto le dérange depuis maintenant pas mal de temps. Ça aurait pu être une décision réfléchie et amenée habilement. Cet acte me fait penser d'ailleurs à Aerys le Fou, qui a congédié Tywin, sa main du roi et ancien ami, pendant très longtemps. Il l'a congédié parce qu'il était devenu paranoïaque, et ce qui s'est révélé être une erreur colossale, car Tywin reviendra à la fin de la rébellion des Baratheons pour mettre à sac Port-Réal, alors que Jaime, donc le fils de Tywin, tue Aerys le Fou. Alors si on reprend ma comparaison des épisodes précédents de la guerre de 100 ans, on peut prendre l'exemple de Charles V qui représente Jaehaerys, qui était un roi qui a rendu la France extrêmement puissante et prospère, et son successeur Charles VI a été connu comme Charles VI le Fou, et c'est sa folie qui a plongé le royaume dans la guerre avec l'Angleterre et la guerre civile. Et bien à ce titre, on pourrait imaginer Viserys, successeur de Jaehaerys, qui tomberait dans la folie. On le voit faire des actes impulsifs, on l'a vu qui se couche de plus en plus tard, qui est complètement rongé physiquement et mentalement, en dépression, qui boit de plus en plus, et qui prend du coup des décisions de plus en plus absurdes, et peut-être qu'il pourrait du coup représenter ce roi fou, comme aussi Aerys qui a congédié sa main, Tywin. J'ai beaucoup aimé en tout cas la réaction de Otto Hightower et de l'acteur qui le joue, où il a l'air vraiment choqué de la réaction de Viserys, il s'y attendait pas, il avait l'air en fait assez honnête et tourmenté dans sa démarche pour une fois, lui qui est quand même un maître manipulateur. Il aurait pu aussi choisir de simplement répandre la rumeur sans le dire directement au roi, mais peut-être aussi qu'il se disait que ça donnerait du temps à Daemon et Rhaenyra de cimenter leur relation. Toujours est-il que voilà, j'ai bien aimé cette façon de réagir de Otto qui donne un petit peu de nuance au personnage, plutôt que de le présenter simplement contre un manipulateur qui du coup se serait fait écarter pour toujours par le roi. On voit enfin la dernière scène où le maître apporte la pilule du lendemain, le thé de lune à la princesse, tout simplement pour éviter qu'elle ait un enfant. On note quand même que le maître normalement est l'allié de Otto. Alors je sais pas si c'est le roi qui lui a demandé de faire ça, et peut-être aussi que Otto ne veut pas qu'il y ait un potentiel enfant de Rhaenyra, enfant qui pourrait pousser Rhaenyra à quand même se marier avec Daemon, ce qui empêcherait a priori Aegon vraiment de devenir un jour roi. Donc voilà pour cet épisode. C'est un épisode vraiment très spécial, encore une fois, centré sur les relations entre les personnages, les erreurs que tous ces personnages ont fait. On a vu Viserys faire connerie sur connerie, en étant de plus en plus impulsif, touché par l'alcool, touché par des affects qui l'empêchent de réfléchir correctement, Rhaenyra qui continue sa crise d'adolescence, et j'ai trouvé encore une fois que c'était plutôt bien fait, en dehors de la relation sexuelle avec Criston Cole, Otto Hightower qui fait le pas de trop, Daemon qui fait pour le coup quelque chose que je trouve un petit peu absurde, mais bon, encore une fois, peut-être que ça s'explique par le fait que le personnage lui aussi soit extrêmement impulsif, mais bref, je pense que ça va vraiment préfigurer de développement intéressant dans les prochains épisodes. En tout cas, moi j'aime toujours autant la série, j'espère que vous avez aimé ma review. Encore une fois, n'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo, et je vous dis à la semaine prochaine.